Président Pancher pour le groupe Liberté Indépendant, Outre-mer et Territoires. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, je vais revenir dans un instant sur le budget, le 49.3, sur la motion de censure qui nous réunit ce soir. Mais en prélude, vous m'autoriserez à prendre un peu de recul. Je veux en effet vous faire part de mon inquiétude sur la situation de notre pays. Je veux dire ce soir ma colère quand je vois les polémiques, les petits calculs politiques mesquins qui viennent perturber l'organisation du rassemblement organisé ce dimanche à l'initiative de la présidente de l'Assemblée nationale et du Sénat autour d'une cause qui devrait pourtant nous unir. Dimanche, avec les membres du groupe Lyot, je manifesterai pour la République contre l'antisémitisme. Sans hésitation, car c'est notre devoir de lutter contre le racisme et l'antisémitisme qui vont à l'encontre de notre belle devise républicaine, liberté, égalité et fraternité. La fraternité, tous frères et sœurs de notre si beau pays, la France. Plus largement, c'est l'état de la France qui m'alarme. Ces fractures de plus en plus grandes et ces factures que nos concitoyens n'arrivent plus à payer. La société française est profondément divisée, à cran, influencée par la litanie des discours déclinistes. Nous devons affronter des menaces et des foyers d'instabilité, guerre en Ukraine, conflits au Proche-Orient, changements géostratégiques ou encore bouleversements climatiques dont nous voyons de plus en plus les effets. Dans la situation actuelle, il est plus que vital de chercher des compromis politiques responsables. Il en va dans cette Assemblée avec une majorité relative et des oppositions. Chacun y a sa place et concourt au débat public. Tous ici, nous sommes au service de nos compatriotes et de notre pays. Nous avons eu l'occasion de vous dire notre opposition à votre projet de budget. Elle n'est pas dogmatique, mais nourrie de notre réflexion. Je veux vous alerter sur la trajectoire des finances publiques, notre déficit très élevé, la remontée des taux qui augure d'une augmentation insupportable de la charge de la dette, 52 milliards en 2024, 84 milliards en 2027. Et cette dette qui rogne les marges de manœuvre du politique. Ceci est d'autant plus inquiétant que cette situation dégradée ne résulte pas de grands investissements pour l'avenir, les infrastructures, la transition écologique, mais d'une augmentation des dépenses de fonctionnement. Nous avons salué l'augmentation des crédits pour les forces de sécurité, pour les armées, pour l'école. Peut-on autant dire que nos services publics fonctionnent bien? Certainement pas. Nous devons nous interroger sur l'efficacité de la dépense publique, sur la technocratie en folie que je dénonce régulièrement. J'en appelle une fois plus à cette tribune un choc de simplification qui passe nécessairement par un grand choc de décentralisation. Le sentiment qui prédomine ce soir, alors que nous achevons l'examen d'un texte majeur, celui qui donne un budget à notre pays, c'est la frustration et la déception. Nous avons examiné certaines missions, quelques budgets de certains ministères et les débats intéressants ont eu lieu. Des amendements ont été adoptés de la majorité ou des oppositions, mais très peu se retrouvent devant ce texte final. Vous avez fait le choix d'escamoter le débat parlementaire, ce qui n'est pas bon pour la démocratie. La Constitution vous permet évidemment le recours illimité au 49.3 sur les textes budgétaires. Cela, nous le savons tous. Néanmoins, nous le voyons, cette pratique du pouvoir a des effets dévastateurs sur nos institutions. Nous le redisons, le 49.3 affaiblit la pratique démocratique et affaiblit le gouvernement qui y recourt. C'est d'ailleurs une double peine pour les territoires ruraux et les territoires éloignés, tant la forteresse de Bercy les connaît peu ou les ignore. Mais je crois aussi que l'accumulation des motions de censure vouées à l'échec tend également à banaliser le recours à cette procédure d'exception. Ce budget, je l'ai dit, n'est pas le nôtre, mais fidèle à notre positionnement d'opposition et de proposition, nous avons œuvré pour l'améliorer. Notre groupe a joué le jeu de la concertation,
nous avons participé au dialogue de Bercy, nous avons discuté avec le ministre en charge du budget, de l'économie et le ministre délégué au budget. Nous avons aussi répondu à votre invitation et je tiens à vous remercier pour cette disponibilité. D'un mot, je vous dirai nos craintes. Sur la crise du logement, la construction, le logement social sont à l'arrêt. Les chiffres des rénovations ne sont pas assez importants. Nous regrettons que vous n'ayez pas gardé notre amendement qui renforçait les APL accession, car les Français rencontrent des difficultés inédites pour se loger. Sur notre jeunesse qui nourrit des craintes et qui attend autre chose que le service national universel, nous avons fait des propositions pour mieux les accompagner. Les augmentations notamment des bourses, vous ne les avez pas conservées. Sur la justice enfin, et notamment fiscale, il y a un débat sur la juste participation de tous à l'effort collectif. Vous avez initié des réformes fiscales depuis 2017 qui profitent davantage aux plus aisés. Plusieurs groupes de la majorité et des oppositions, dont le nôtre, ont fait des propositions pour rétablir davantage de justice en direction des GAFAM, des rachats d'actions, des opérations spéculatives en bourse. Vous les avez toutes ignorées. C'est dommage, elles étaient utiles pour diminuer nos déficits. Nous avons aussi entendu la préoccupation première de nos compatriotes, le pouvoir d'achat. Je dirais même plus l'inquiétude, le pouvoir de vivre. Les Français que je rencontre, et désormais même celles et ceux qui travaillent dur, me disent qu'ils ont tous de plus en plus de mal à finir les fins de mois, qu'ils sacrifient peu à peu tout d'abord les loisirs, puis les soins et même, pour certains d'entre eux, les repas. C'est pour eux que nous avons porté plusieurs pistes d'amélioration. La première reprenait une vieille promesse du président de la République, 10 fois annoncée, 10 fois enterrée, le chèque alimentaire. Nous le regrettons et nous reviendrons à la charge car ce dispositif permettait aussi de soutenir nos agriculteurs qui ont besoin de notre soutien. Par contre, nous nous réjouissons que vous ayez repris notre proposition de chèque carburant et d'élargir son périmètre. Nous voulions un dispositif simple, ciblé et qui donne un peu d'air à celles et ceux qui voient leurs dépenses contraintes augmenter. Désormais, les travailleurs modestes et les classes moyennes qui utilisent leur voiture pourront toucher un chèque de 100 €. Cela ne répondra pas à tous les problèmes, certes, mais c'est un coup de pouce bienvenu. Au total, le coût de cette mesure d'urgence est près de 600 millions d'euros et nous sommes satisfaits d'en avoir ouvert le bénéfice à 1,6 million de Français supplémentaires. Nous serons d'ailleurs particulièrement attentifs à la mise en œuvre de cette mesure. Elle devra être simple, que tous en bénéficient, et je le dis d'ailleurs aux Français qui gagnent moins de 1 600 € pour une personne seule et moins de 4 800 € pour un couple avec 2 enfants, vous avez le droit à ce chèque carburant, demandez-le. Et n'hésitez pas à nous dire si vous rencontrez des difficultés. Cet automne, nous nous sommes également mobilisés pour que vous renonciez à la ponction prévue de l'Agirc-Arrco. Cette mesure ne figurait pas dans ce texte, mais j'y reviens un instant. Au nom de notre attachement au paritarisme, cœur de notre modèle social, au corps intermédiaire, nous vous avons dit notre résolution à lutter contre cette ponction, 1 milliard d'euros, avec laquelle vous vouliez financer le déficit du régime des retraites. Les partenaires sociaux ont bien géré l'Agirc-Arrco. Nous estimons que le gouvernement n'avait pas à toucher à ces réserves. Vous nous avez entendus, et les 25 millions de salariés et de cadres, nous suivrons de près le cycle de renégociation avec les partenaires sociaux avec lesquels nous sommes en contact régulier. Nous sommes aussi particulièrement heureux de nous être engagés avec d'autres pour mieux soutenir l'initiative Territoire zéro chômeur qui permet aux chômeurs de longue durée de retrouver du travail et de la dignité. Près de 60 territoires sont engagés dans cette expérimentation novatrice. Il manquait 20 millions d'euros, nous en avons arraché 11. Je veux aussi dire un mot pour les petites améliorations obtenues en direction des territoires ultramarins, la suspension de la redevance sur l'eau potable à Mayotte, le fonds de soutien pour les jeunes entrepreneurs ultramarins pour renforcer l'aide aux associations sanitaires et sociales, les fonds de secours face aux catastrophes naturelles. Ce sont des petits pas qui ne peuvent pas remplacer une vision, une ambition plus globale pour l'outre-mer.
C'est pour ces progrès que nous ne voterons pas cette motion de censure. Cela ne signifie pas que ce budget soit bon, ni que nous voulions conforter la poursuite du 49.3. Nous souhaitons au contraire que vous puissiez gouverner avec une autre méthode. Lorsqu'il est divisé, notre pays est faible. En revanche, la France est forte lorsqu'elle sait se réunir, surtout autour d'un projet commun. C'est ici, ensemble et avec nos compatriotes, que nous devons réécrire ce destin commun. C'est cette démarche que porte le groupe Lyotte. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Mathieu Lefebvre.